Bonjour, nous sommes le lundi 2 août, au 2 août 2021. Et je vous avais promis une série de quatre vidéos dont j'ai déjà donné les deux premières. La première sur le point sur le Covid-19, la seconde sur ce que j'appelle les deux deuils, euh, c'est-à-dire le deuil qu'une personne qui a atteint comme moi l'âge de 75 ans doit faire dans sa représentation de la personne qu'elle est par rapport au monde, parce que je dirais le sentiment s'installe que le nombre de jours devient limité, même si on est en bonne santé, touchant du bois. Et le second deuil étant celui, malheureusement, que nous devons faire de l'humanité. J'y repense encore ce matin en cherchant un coton-tige, en me disant ah ben non, ils sont bannis. Et alors que les magasins où on vendait les cotons-tiges, je ne sais pas, dans chacun de ces magasins, il y a des tonnes de plastique par ailleurs. C'est un bon échantillon de ce que nous arrivons à faire. Nous bannissons les chalumeaux pour les enfants et les cotons-tiges, et puis pour le reste, voilà, c'est-à-dire que nous attaquons à un milliardième du problème en disant que nous faisons un effort, et les gens font ça individuellement aussi. Bon, mais je ne vais pas revenir sur celle-là. La quatrième à venir, c'est le point de ce qu'on sait maintenant sur le coup d'État manqué de M. Trump, mais il me manque encore, j'attends encore au courrier, un des livres qui viennent de paraître et où il y a des révélations. Ces révélations, on les connaît déjà un petit peu par les résumés qu'a fait la presse, mais j'aimerais bien voir le texte moi-même. Et la quatrième vidéo, c'est la plus plaisante, c'est quand on a terminé un livre, c'est de parler de ce livre, d'expliquer ce qu'on a essayé de faire. The making of. Et là, c'est le making of de ce récit que j'ai offert aux abonnés de mon blog. Je leur ai permis de le lire sous la forme d'un feuilleton. Et il ne me reste plus que, comme messieurs Balzac ou Ponson du Terrail ou Victor Hugo, de convaincre maintenant un éditeur de publier ça comme un véritable livre. Mais donc, si vous êtes abonné à mon blog, vous avez le courage de regarder je crois qu'il y a une trentaine d'épisodes qui ont été publiés. Le livre lui-même fera 40 chapitres parce que je viens de passer 3-4 jours à le refondre entièrement, à le mettre. Là, je l'avais mis dans l'ordre où ça me venait, les chapitres. Maintenant, je les ai recomposés durant le week-end pour en faire J'ai mis quelques liaisons, enfin j'en ai fait un texte qui se tient. J'ai ajouté quelques autres textes, j'ai encore ajouté un chapitre. Et voilà, maintenant il y a quelque chose que je peux montrer aux éditeurs, et je voudrais vous en parler sous la forme the making of. Voilà, comment ça s'est fait, quelles ont été mes intentions, parce qu'il y en a plusieurs, et comment j'ai procédé. Et ça commence il y a pas mal de temps, mais ça commence en 2003, il y a 18 ans. C'est le moment où j'écris ces chapitres, ou alors ce qui est l'ébauche de ces chapitres qui seront développés pour faire le livre final. Il y a dans ce manuscrit de 2013, il y a à peu près 2/3, je dirais, de ce que j'ai maintenant. Pourquoi j'écris des choses entre-temps, en cours d'écriture, encore dans les 15 derniers jours, j'ai ajouté 2 chapitres, parce qu'il y avait des choses qui manquaient. Une fois que c'est recomposé, refondu, on voit qu'il y a des choses qui manquent, il y a des portraits qui complètent. Parce que ça s'appelle 17 portraits de femmes. Alors je m'explique tout de suite dans l'avertissement. Pourquoi 17 portraits de femmes? En fait, j'ai écrit ce titre avant même d'avoir écrit la première ligne. C'était une réflexion qui venait de la topologie. Il est possible de remplir une surface avec la même image régulière de 17 façons différentes. Par exemple, on peut faire un dallage avec des triangles, mais on peut le faire de manière différente avec les triangles, on peut le faire avec des carrés, on peut mettre des hexagones, ça fait comme des tomates, et il y a 17 figures possibles. Donc c'est pas qu'il y ait 17 portraits de femmes dans mon livre, il y en a beaucoup plus.
Mais voilà, bon, c'était donc, ça faisait un titre. Et puis j'aime bien, voilà, comme beaucoup d'enfants un peu insolents, on aime bien les nombres premiers parce qu'on ne peut rien faire avec eux, à part les admirer tels quels, et le 17 en fait partie. Alors qu'est-ce que j'ai essayé de faire en 2003? En 2003, j'ai essayé de faire plusieurs choses déjà à ce moment-là. Il se faisait que je sortais au mois de janvier voilà, j'avais demandé le divorce en janvier. Et donc je me retrouvais seul et je me suis mis à écrire au départ un peu comme une psychothérapie, voilà, pour sortir les choses de mon système, pour mettre les pensées au fur et à mesure qu'elles me venaient, pour les coucher sur le papier. Mais je suis quelqu'un qui n'a jamais regardé la télévision, donc j'avais mes soirées pour... j'étais à San Francisco, je travaillais pour la banque Wells Fargo, et le soir, je mettais ça sur le papier. Et au bout d'un moment, je me suis dit que c'était... Voilà, ça c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. Je me suis aperçu que voilà, le point central de réflexion, c'était qu'est-ce qui a mal tourné. C'était mon 3e divorce. Non, c'était le... Oui, non, c'était le 3e. J'ai commencé à me dire, bon, il y a quelque chose qui ne marche pas, et donc à réfléchir. Et puis je me suis mis à m'observer moi-même, un peu par peur. Je me dis, la prochaine, tu es attiré par les femmes, donc voilà, ça va recommencer, mais fais attention, ne retombe pas dans des horreurs, fais maintenant attention. Et donc, au bout d'un moment, c'était plus de parler ce qui s'était passé, c'était m'observer moi-même, regardant des femmes, leur parlant. Bien entendu, je travaillais dans une banque, je voyais des femmes tous les jours, je leur parlais une fois par heure et ainsi de suite. Je prenais le trolleybus pour me rendre de chez moi là, dans le quartier financier. Il y avait des femmes qui étaient dans le bus, qui attendaient le bus, etc. J'ai commencé à écrire tout ça, Et au bout d'un moment, il y a une 3e préoccupation qui m'est venue, c'était d'écrire ça correctement. Et pourquoi l'écrire correctement? Parce qu'il me venait l'idée suivante. Au bout d'un moment, j'ai eu une conversation avec un de mes enfants au téléphone, bon, je les appelais régulièrement en Europe, et j'ai commencé à chercher mes mots en français. Et là, ça m'a fait un sentiment très, très, très désagréable. Et je me suis dit, essaye d'utiliser cet exercice que tu fais en ce moment pour conserver ton français. Et puis m'est venue rapidement, voilà, là, je dirais la dernière considération, d'écrire ça correctement, d'en faire quelque chose de beau, voilà, d'esthétiquement beau. Et à ce moment-là, dans cette période où j'ai écrit ça, donc c'est de février à juin 2003. Après juin, j'ai pris des vacances et j'ai fait j'avais terminé mon manuscrit. Et là, j'ai fait la chose suivante, c'est-à-dire que, reflet, j'ai écrit un petit truc, voilà, sur 4 jours. Et ça, c'était vraiment mon journal de ces vacances à Morro-Bay. Morro-Bay, c'est un petit port de la côte californienne qui me plaisait parce qu'il me rappelait l'île de Watt en Bretagne où j'avais habité. J'étais passé par là, je me suis dit, bon, j'avais, je crois, 4 ou 5 jours, je me dis, je vais aller me mettre là. Et puis là, je me suis promené dans les rues, je suis allé à la plage et je racontais ce qui se passait. C'était beaucoup plus léger que mes 17 portraits de femmes. Il n'y avait pas de préoccupation, je dirais, littéraire. C'était plutôt sur le mode humoristique. Et quand une conversation a eu lieu avec, avec Sandrine Palussière chez Fayard il y a quelques années, et qu'on s'est mis à parler de manière générale de mes manuscrits, j'ai mentionné que j'avais 2 textes de type fiction, ou plutôt récit, en tout cas de la non-fiction, et revoir et refondre celui 17 portraits de femmes, ça aurait été long. D'ailleurs, ça m'a pris mai, juin, juillet cette année-ci pour le faire. Mais ça m'a pris 3-4 jours de relire le petit manuscrit de mes vacances à Morro-Bay. Et donc celui-là apparu chez Fayard en 2019, et il a eu la chance d'avoir des critiques très, très favorables, des comptes rendus très favorables, et
même dans, voilà, il y en a eu un qui était intéressant dans Le Monde, sauf que partout où il aurait fallu mettre Californie, la dame avait écrit Floride, ce qui quand même dénotait quand même soit une méconnaissance totale des États-Unis, soit quand même beaucoup de distraction. Et là, il m'est venu récemment, voilà, il vous vient l'idée de mettre en ordre un petit peu ce que vous avez, et l'envie m'est venue de terminer ce texte de 2003. Et donc, je dirais, 50% du boulot était fait, mais il restait 50% du boulot à faire, sous la forme de chapitres supplémentaires, d'arranger ça, d'améliorer le style. Mais au moment où je me suis dit, donc aux États-Unis, donc à San Francisco, où j'ai commencé à me dire, écrivons ça bien, je me suis mis à faire un véritable travail. Il y avait un travail que j'avais déjà fait avant, quelques années auparavant, dans les années 2000. J'habitais à ce moment-là à Los Angeles, et à Los Angeles, vous êtes entouré de gens qui vous parlent cinéma, parce qu'ils travaillent dans le cinéma d'une manière ou d'une autre. Dans une firme où j'étais, où je m'occupais c'était des trucs très compliqués de calcul sur des pensions et des retraites et des machins comme ça, des assurances. Il y avait une fille dont on disait aujourd'hui on dit tous qu'elle a la grippe, hein, d'accord. Les copains ont dit ça parce que elle m'a dit elle va pour une audition et il faut surtout pas dire qu'elle va à une audition. Un autre jour il faut dire qu'elle est chez le médecin, elle fait de la figuration, voilà, dans un film, et on est entouré de gens qui en fait qui travaillent dans la banque. Bon, c'est pas 50% des gens qui travaillent dans la banque, mais enfin, je dirais, il y en a quand même un certain nombre, je dirais 5%, qui essayent quand même de faire plutôt une carrière dans le cinéma, en écrivant des scénarios, des machins comme ça. Ce qui fait que vous êtes dans cette atmosphère-là. Vous allez au bistrot, et au bistrot, il y a un type qui essaye de vendre son scénario à quelqu'un, et ainsi de suite, ou bien deux co-scénaristes qui sont là à essayer de travailler sur leur machin. Et là, il y a une littérature, qui accompagne ça. Voilà, par exemple, Monsieur Setfield analyse 4 screenplays, 4 scénarios de films. Je vois qu'il y a Thelma et Louise, Terminator 2, Le Silence des agneaux et Danse avec les loups. Et alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pas de la critique littéraire, c'est du décortiquage pour les gens qui veulent écrire des scénarios de cinéma. C'est bien fait, voilà, c'est vraiment fait à l'intention de professionnels. Alors bon, il y a aussi un livre comme ça, Writing the Character-Centered Screenplay, écrire un bon scénario de cinéma fondé sur la personnalité d'un personnage, très bien fait aussi. Mon préféré, c'est celui-là, il est vraiment très très technique, mais il est vraiment bien fait. Story Sense, comment ça s'appelle ? Writing Story and Script for Feature Films and Television. Comment écrire des scénarios pour le cinéma et la télévision. Et j'avais pas du tout, moi j'avais pas du tout l'intention de devenir scénariste de cinéma, mais c'était l'atmosphère autour de moi qui me faisait penser à ça. Et j'avais commencé à écrire une pièce, voilà. Et je fais allusion à cette pièce dans 17 portraits de femmes. Je crois que j'ai perdu le scénario parce qu'en fait, c'était l'histoire en réalité, c'était l'histoire de ce mariage qui allait à volo. C'est peut-être un acte manqué d'avoir perdu le scénario. Mais au moment où je commence à écrire, donc en 2003, à raconter mon histoire, qui est une sorte de psychothérapie, mais aussi où je me prends au jeu de me dire je vais décrire mes rapports aux femmes, à ce moment-là, je me dis il faut un style particulier, et je fais un travail, je fais un véritable travail, je choisis, j'essaie de me composer un style, voilà. L'idée c'est pas de copier. Et là, d'ailleurs, vous allez voir, je lis des gens extrêmement différents, mais c'est au sens où, voilà, je regardais, il y a quelques jours, je regardais un film de Chabrol, je crois que c'était Que la bête meurt, et il y a des petits commentaires à la fin. Voilà, il y a Chabrol qui décrit la manière dont il a tourné certaines scènes.
Et là, il vous dit, bon, là, je me suis dit, là, il faut absolument que je me tourne vers Fritz Lang et que je fasse une alternance de plongée, de contre-plongée, comme il le fait dans M. le Maudit, et que ce soit ça que je fasse de manière délibérée. Godard faisait ça aussi c'est pas lui qui le raconte d'ailleurs, c'est Anna Karina qui raconte. Elle dit à ce moment-là, bon, là, il s'est dit, voilà, ça c'est un truc que je prends chez Fritz Lang. Et c'est pour ça que quand il fait un film comme Le Mépris, il prend Fritz Lang comme un acteur. C'est une espèce de... C'est un private joke, c'est formidable. C'est se dire... voilà. Pour moi, c'est comme si je pouvais inviter Aristote à faire le singe derrière de moi dans une vidéo. Je trouverais ça formidable. Malheureusement, il n'est pas là. Bon, alors, quels sont les gens que je lis délibérément pour essayer de m'imprégner de leur style? Alors, les auteurs en français, bon, Proust, je connais, je sais comment il fait ses phrases, et vous le verrez dans le texte, vous l'avez peut-être déjà vu, il y a des endroits où je m'amuse à faire faire une phrase de 3/4 de page, d'une page entière, et bien entendu, c'est à la recherche du temps perdu qui est là quelque part dans ma tête. Mais sinon, en fait, ce sont des auteurs essentiellement américains qui vont m'inspirer à ce moment-là. J'en parle dans le livre. J'explique à un moment donné que voilà ce que je suis en train de faire, qui je suis en train de lire, et je mentionne par exemple Stevenson avec son voyage dans les Cévennes avec un âne. Mais essentiellement, les gens que je lis, c'est Philip Roth. On a Philip Roth. Je trouve ça très bien écrit. Ouais, j'ai la chance d'avoir là une première édition, parce que je commence à faire, comment dire, je pille les bouquinistes, bien sûr, et à San Francisco, qui est la patrie du beat, de la beat generation. Je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose tout de suite, maintenant que j'y pense. Voilà, j'ai acheté ça, j'arrive à acheter des premières éditions en livre de poche de Kerouac, et là, il y a des gens qui ont déjà griffonné dedans, et il y a un type là, il est mis, c'est la petite présentation là, hein, voilà, la petite présentation, et vous voyez, quelqu'un avant moi a écrit quelque chose. Et la petite présentation dit Jack Kerouac put the hippie generation on the history map in his lusty novel The Dharma Buns. Et le type a barré hippie. Il dit mais non, il ne dit pas quel connard, mais presque. Mais non, il a écrit ça 10 ans avant, 10 ans avant les hippies. Et les causes qui ont existé à ce moment-là. Il se trompe, c'est pas 10 ans, c'est 20 ans, c'est 20 ans avant. Mais voilà, on dit, on essaye de vendre un livre de Kerouac à ce moment-là en disant que ça a à voir avec les hippies. Et donc voilà, j'arrive à trouver des petits trésors comme ça chez les bouquinistes. Ou alors, vous savez, Neal Cassidy, c'est le compagnon il l'appelle Moriarty, je crois, dans On the Road. Et là, voilà une autobiographie de Caroline Cassidy, la femme qui a été l'amante à un moment donné de Kerouac aussi. Ah non, peut-être pas. Je confonds avec l'autre, avec Luan. Heartbeat, voilà. My Life with Jack and Neal, par Caroline Cassidy, des choses qu'on ne trouve pas très facilement, ou alors vraiment des trucs vraiment très difficiles à trouver de Kerouac, Pick. Et alors, bon, oui, je m'inspire de Kerouac. J'aime beaucoup. En fait, Kerouac est un caméléon. Il a écrit dans des styles extrêmement différents. Dans le premier livre, j'oublie comment ça s'appelle, celui dont il a vendu quelques exemplaires, avant On the Road, avant Sur la route, il écrit de manière extrêmement classique, comme Henry James, je dirais. Il sait faire ça. Et puis il a écrit dans dans Pick, il y a plein de slang, c'est plein d'argot. Et on a fait des recueils maintenant où il explique, où il parle du making of. Il y a du making of de ses propres trucs, et en particulier dans The Top and Underwood. C'est un ensemble d'essais, voilà, des interviews, des machins comme ça, des petites histoires qu'on n'avait jamais publiées. Et il y en a un autre dans le même style. Good Blonde and Others, voilà, Jack Kerouac. Donc maintenant on a trouvé à peu près tout ce que
tout ce qu'il avait. Et je m'intéresse beaucoup aux gens qui sont les véritables modèles de Kerouac pour On the Road. Alors, il y a bien sûr Cassidy lui-même, Neil Cassidy, qui écrivait dans ce style extrêmement saccadé, son compagnon de route, qu'il copie, et il le dit dans une lettre, il le dit clairement, il dit, bon, j'ai repris ça à Neil, qui lui n'a pas fait au départ une carrière littéraire. Et puis il y a les grandes sources d'inspiration de Kerouac lui-même, William Saroyan, voilà. Et ce qui est formidable maintenant, c'est qu'avec AB Books, vous pouvez acheter, vous pouvez retrouver des trucs comme ça qui datent de, je sais pas, de 30, c'est de 45 celui-là, je crois, 43. Et aussi la source principale du style de Kerouac, un type extrêmement doué et dont on parle pratiquement plus du tout, c'est Albert Halper, voilà, On the Shore. C'est un type de Chicago. Il écrit des trucs c'est extrêmement dur. C'est un style extrêmement agressif. Il interpelle en permanence le lecteur. Il le secoue. C'est très très bien fait. Alors il y en a, voilà un livre de Albert Halper, Only an Inch from Glory. C'est des nouvelles. Et un de ses plus connus, c'est Union Square, Albert Halper. Et c'est formidable parce que voilà, je crois que celui-là, je l'ai acheté il y a un an ou deux, donc c'est pas c'est pas en 2003. On peut compléter une collection comme ça. Et alors là, ça c'est le bleu. Là, je vais carrément à San Francisco à ce moment-là, dans des librairies, et si l'occasion se présente de bavarder avec des gens, je le fais. Et là, il y a une vendeuse, elle est très intéressante, elle a des cheveux rouges, pas roux, elle a des cheveux rouges, elle me prend tout de suite pour un crétin qui ne sait pas ce qu'il veut, etc. Et du coup, je commence à lui poser des questions, et je lui dis... voilà, j'écris un truc, qu'est-ce qui pourrait encore m'inspirer? Et alors, avec un haussement d'épaule, elle dit, vous avez lu Bukowski? J'ai dit, non, je n'ai pas lu Bukowski. Ah bah, il faut lire Bukowski quand même, quelle espèce d'imbécile, vous n'avez même pas lu Bukowski, alors que vous essayez de parler des femmes. Alors, bon, c'était très courageux de sa part, puisque l'image, vous le savez, il passe pour un sacré misogyne. Mais c'est-à-dire que chez Bukowski, il a cette image... comment dire, cynique. Il a cette image cynique aussi bien des hommes que des femmes. Ce n'est pas une question d'être misogyne. Et voilà, elle me fait lire, elle me fait acheter Factotum que je n'avais pas lu. Et du coup, j'ai eu envie de lui dire, j'aimerais bien que vous notiez dans le livre que c'est vous qui m'avez dit de l'acheter. Et elle le fait. Alors je vais essayer de trouver ça. Voilà, vous voyez, donc il y a une dédicace de la vendeuse. Et alors je le tiens bien. Alors, upon my request, donc il a acheté ça à mon conseil, et elle ajoutait avec un peu le français qu'elle connaissait, tu es piqué, et je ne sais plus quoi, etc. Enjoy, ouais. J'espère que vous aimerez votre lecture. Et elle a signé, je ne vois pas son nom. Mais voilà, donc là, elle m'a fait. Et là, elle avait raison. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'influence dans le style que j'ai adopté finalement de Bukowski. Alors voilà comment ça s'est fait, donc 2003. Puis j'ai un truc qui constitue la moitié d'un bouquin. Et puis j'ai envie récemment, je crois que c'est le fait d'avoir travaillé un peu pour cette autobiographie que m'a demandé Pierre Nora il y a pas mal d'années, et dont j'ai repris, j'ai commencé là aussi à publier un feuilleton sur mon blog. J'ai parlé de la période où j'étais marin-pêcheur à Ouad, j'ai parlé de mon séjour en Afrique, j'ai encore parlé, j'ai parlé de tout mon séjour et mes rapports avec l'université de Cambridge. Et alors pour terminer, je crois que j'ai dit à peu près ce que j'avais envie de dire, je vais quand même vous lire quelques passages pour que vous ayez une idée, si vous n'avez rien vu de ce que j'ai écrit, pour que vous ayez une idée de quoi ça parle. Alors, il y a une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est quand même déjà pas mal, ça, au centre d'un livre. Et c'est une belle histoire d'amour. Voilà. Alors, j'ai du thé dans un gobelet en carton paraffiné. J'ai pris l'habitude, durant mes 10 ans d'Angleterre, de mettre du lait dans mon thé.
J'ai déposé ma boisson sur le comptoir où Lucie s'appuie, parce que j'essaie d'ouvrir un de ces mini-pots en plastique dans lesquels se trouve une dose de lait. Il y a une languette minuscule qu'il faut soulever pour obtenir une prise qui va vous permettre de peler l'opercule métallique et découvrir le lait ou le liquide se faisant passer pour tel. Mais ça ne marche pas parce que la languette est collée sur le plastique. J'essaie de la séparer en la repoussant avec l'ongle du pouce. Tu n'y arriveras jamais, dit Lucie. Je vais y arriver. Tu ne sais pas t'y prendre, donne. Mais elle n'attend pas que je le lui donne. Elle le prend de mes mains, et comme cela, nos doigts se frôlent. Les corps ont recours à de tels stratagèmes quand les têtes font obstacle, et les deux nôtres en particulier commencent à s'énerver sérieusement et pensent, ouvrez les guillemets, qu'est-ce qu'ils sont encore là à bavarder, à cérébraliser. Comme le petit garçon et la petite fille qui ne savent pas ce qu'il faut en penser, mais dont les corps enlacés roulent dans l'herbe en poussant de hauts cris. Les adultes observent mi-figue, mi-raisin, sachant eux, au contraire, parfaitement bien ce qu'il convient d'en penser. Alors, de quoi je parle? Je parle énormément, voilà, il y a peut-être la moitié du bouquin, c'est sur la séduction entre les hommes et les femmes. Je sais, la mode, c'est nous dire qu'il faut enlever ça complètement. Vous savez, j'ai parlé de cette extraordinaire notion qui est apparue dans le droit américain d'avance non consentie, qui est évidemment une contradiction dans les termes. Si c'est une avance, oui. Une avance ne demande pas le consentement d'une autre personne. On fait des avances. Voilà, on fait des avances. La séduction. Cela dit, bien entendu, elle ne me regarde pas au sens propre. Quand j'ai dit initialement qu'elle me regardait, j'ai tout simplement tenté d'exprimer le sentiment que je ressentais au moment où ma lecture s'est interrompue et que j'ai levé les yeux de mon Wall Street Journal. L'impression d'être observé. Et soudain, j'ai une illumination. Mon impression est bien de l'ordre du regard, mais pas comme je l'ai cru jusqu'ici, de la nature d'un rayon que les yeux darderaient et dont je pourrais ressentir l'impact véritablement physique. Parce que ce qu'elle fait en réalité, et mon doute à ce sujet s'est maintenant entièrement dissipé, ayant éliminé toute autre explication possible de son comportement, c'est qu'elle me présente son profil. Mieux encore, qu'elle m'offre son profil comme un présent, et que son immobilité, que rien d'autre ne peut motiver, est la manière qu'elle a trouvée de souligner, de solenniser le cadeau qu'elle me fait pour l'imposer à mon attention. Parfois elle bouge un peu, regarde droit devant elle un court instant, puis reprend sa position de profil, comme le pêcheur dont l'hameçon doit s'agiter légèrement quand il réajuste plus confortablement sa position sur son siège, après s'y être tassé peu à peu au fil des minutes. Voilà, ça c'est la séduction. Un échantillon, bien entendu. Je fais aussi une ethnographie. Je prends du recul et je regarde un homme en face d'une femme. Et souvent, l'homme, souvent c'est moi, pas toujours. Et je regarde ce qui se passe. Voilà, vraiment comme un ethnographe. Je vais faire un compte-rendu de ce qui se passe. Ou alors c'est lui qui est arrivé à l'embobiner, ce qui n'est pas entièrement exclu. Imaginons qu'il ait fait savoir qu'il est en effet à la recherche de la femme la plus belle et la plus intelligente, ou tout simplement qu'à voir celle qu'il avait avant, ça se devine facilement chez lui. Dès qu'il se met à la fixer avec des yeux ronds, ce simple comportement est alors interprétable comme une sorte de compliment. Les jolies femmes sont souvent assez vaines. C'est en mise en tête que leur beauté résulte d'une décision judicieuse prise par elles un beau jour. Il n'est pas impossible qu'elle se soit dite « il écrit des livres, il en écrira donc un sur moi ». Si, je vous assure, la vanité peut atteindre de tels sommets. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la psychanalyse et la psychothérapie. Psychanalyse. Le plaisir de la femme est au centre. Et comme c'est vers ce centre le plus profond que son regard converge, ses yeux sont nécessairement fermés. Les yeux de l'homme tentent, eux, de la retrouver là où elle s'est retirée. Ils fouillent le centre de la femme où sa jouissance et elle ont rendez-vous. Et l'homme a donc les yeux ouverts, et de ses yeux ouverts, il fixe ses deux yeux féminins clos, tout proches de son propre visage. Et au-delà l'ourlet des lèvres gonflées, par la bouche entr'ouverte, il entrevoit le centre, et provenant de ce centre, il entend le chant rauque et modulé des soufflets, il entend le chant rauque et modulé des soufflets de la forge de Vulcain. Et enfin,
Ça, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même un aspect, voilà, c'était ça, le point de départ, c'était la psychothérapie, c'était essayer d'écrire des choses pour, voilà, une auto-réflexion, pour essayer de ne pas retomber dans des choses catastrophiques. Quelle image avait-on d'une femme avant qu'on ne pense à elle d'une certaine façon? Le souvenir s'en est perdu. Le sentiment qui s'est installé est que la nouvelle représentation a entièrement remplacé celle qui prévalait auparavant. Est-ce à dire que les anciennes fondations soient jamais enfouies? Si la ville nouvelle devait disparaître suite à un cataclysme, retrouverait-on les traces de la ville antique qui l'a pourtant précédée? Je crois que oui. Je crois que Daisy, telle qu'elle était à mes yeux, avant nos retrouvailles, est en train de me revenir petit à petit à la faveur du tremblement de terre de notre divorce. Mais il a fallu ce désastre, il a fallu que les maisons soient rasées et que les gravats soient entièrement déblayés. Voilà, quelques petits échantillons. The Making of, 17 portraits de femmes. Maintenant, la tâche s'ouvre devant moi de convaincre un éditeur de le publier, et non seulement le publier, mais de bien le publier, et de préférence que ce soit un bon éditeur. Voilà, je vous tiendrai au courant de la suite. Merci. Au revoir.